Ça pique, hein. C'était pas ouf, attends. Ça fait 5 ans que je fais ça, j'en peux plus. J'ai perdu 10 ans d'espérance de vie avec les mains. Bonjour Amélie Rotard. Bonjour. On se dit bonjour comme si ça faisait pas 2 heures qu'on était ensemble déjà. Ouais, c'est vrai, c'est long. Mais écoute, comment tu vas? Je vais bien. Enfin, un peu de vacances, donc ça va. La saison en Turquie c'est terminé. Comment tu profites de ton temps off, tiens? Je la pose pas souvent cette question. Bah, peut-être parce que j'en ai jamais eu de temps, mais comment je profite? Bah, j'ai vu un peu la famille avant de venir ici. Et voilà, juste faire les choses que je fais pas de manière générale, genre pas faire de volley, ça fait un peu du bien de faire une coupure. Et voilà, profiter des gens que j'aime et voilà, pas penser au volley, pas avoir le stress de « oh, je dois me réveiller à 8h parce que j'ai muscu à 9h », genre comme ça. J'ai vu du coup dans un podcast que t'as fait qu'effectivement, ils ont sorti l'extrait sur Insta, t'as la règle de t'as 5 minutes pour me parler de volley et après c'est fini. Ouais. Putain, on va faire quoi pendant 1 heure là? De quoi je vais te parler? Non, avec toi ça va, avec toi ça va. Non, mais à la maison, c'est très souvent tout le temps volley parce que mon père il était joueur, ma mère elle était joueuse. Ton frère joue aussi? Mon frère joue aussi, mes grands-parents, mon papy il était au club de Chaumont. Donc tu vois, c'est vraiment genre tout volley tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai un peu dit que c'est important de déconnecter parce que si tu déconnectes pas chez toi, c'est quand que tu déconnectes, tu vois. Donc ouais, non mais avec toi c'est vrai. Ton père était international roumain du coup. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'il avait une peur folle de l'avion. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Ouais. Peur folle, franchement, j'ai pris l'avion avec lui parce qu'il m'a accompagné à Izmir pour emménager. Et franchement ça va. C'est mieux que ce que j'ai pu comprendre comment c'était avant. Ma mère, elle me disait qu'en mode il se tenait en haut de l'avion comme ça, il était comme ça tout le vol. Mais franchement, ça va. Il était un petit peu stressé, mais... Question que je pose toujours en ce moment en début d'interview. Qui est Amélie en dehors du volley? En dehors du volley, en vrai, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, c'est une bonne question parce que je me suis toujours analysée en tant que volleyeuse, tu vois. Genre, dès que j'ai commencé, genre, c'était Amélie Rotard, la volleyeuse. Tu vois, je me suis pas inclus en tant que femme. Et je trouve que c'est un truc que j'ai vachement oublié et que je commence à comprendre avec le temps. Et du coup, mais je sais qui je suis, j'essaie de ramener la personne que je suis en dehors du volley sur le terrain, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de... tu me connais un peu, genre, je suis un peu faux folle, genre, j'aime bien faire le clown et tout. Je sais pas si c'est une manière de décompresser ou si c'est juste comment je suis, mais moi, je sais pas, j'aime la vie, j'aime bien rire, faire rire les gens. Je suis comme ça. Fais-moi rire, dis-moi un truc marrant. Tu vas pas me faire ça. Tu sais, il va y avoir des canards en mode coin. C'est bon. Est-ce que le fait que tu te sois tout de suite associée à ta vie de joueuse vient aussi du fait que tes parents ont joué, toute ta famille a joué, etc. Et que du coup, tes parents étaient en mode « Ah, c'est... » Enfin, pas tes parents, pardon, l'entourage autour, les gens, ça peut être ta famille ou non, étaient en mode « Ah, c'est... Ok, c'est peut-être la future joueuse aussi, tu vois. » J'ai jamais ressenti cette, entre guillemets, pression, là, autour de moi. Mais c'est plus moi avec moi-même. Genre, j'ai toujours associé ma valeur à mes performances, tu vois. Genre, par exemple, je faisais un match de ouf, tout allait bien dans ma vie. T'étais genre, la boss. J'étais légitime, genre, tu vois, c'était comme ça. Par contre, je faisais un match de merde, genre, je suis rien, tu vois. Genre, je rentrais chez moi et j'étais en mode, pas de dépression, j'abuse, mais en mode, ma vie, elle va pas, genre, je sais pas jouer au volley, genre, Parce qu'en fait, je me mettais dans une bulle en mode, ma vie, c'est le volley. Genre, je suis volley, tu vois. Et donc, c'est plus moi qui me suis mis cette pression, entre guillemets, que mon entourage. J'ai plus eu mes proches comme du soutien tout le temps, tu vois, parce qu'ils étaient passés par là, que ce soit mon père ou ma mère. Donc, non, autour de moi, c'était vraiment du soutien. Ça m'intéresse du coup à titre perso, parce que moi j'ai un peu la même définition avec le travail, tu vois. Dans le sens où je travaille beaucoup et c'est très rare, tu vois, que je fasse rien. Genre, je suis tout le temps en train d'essayer de bosser ou de faire un truc, machin. Mais du coup, quand ça se passe mal, je me sens comme une merde, tu vois. Ou genre quand je sais pas, il m'arrive un truc, je vais dire n'importe quoi, on m'empêche de faire un projet et que je trouve ça, je le vis super mal comme une injustice et tout, mais genre ça va pas bien, tu vois. Genre, non, mais je sais, mais tu te remets en question. Et comment tu te sors de ça, du coup? T'attends qu'il y ait un autre match et que tu joues bien. T'attends la prochaine opportunité? Non, comment tu sors de ça? T'essaies de te raccrocher aux choses autour qui sont hors volée, généralement. Donc, j'essaie de me raccrocher à ma famille ou à mes amis. J'essaie vraiment de me sortir de ce contexte en mode de me rappeler que je suis pas qu'une volleyeuse, tu vois, que je suis aussi une femme avant tout.
Et c'est vraiment compliqué des fois de se le rappeler parce que t'es vraiment... Et je l'ai dit dans le dernier podcast que t'as vu, genre, je suis volé, genre, je me réveille, je mange, je dors, genre, c'est vraiment quelque chose qui est constamment dans ma vie. Et c'est compliqué parfois de le mettre de côté. Et il faut vraiment trouver des petits éléments à côté qui te font te sentir bien quand le volet ça va pas. Est-ce que tu vois, au global, cette vie-là est worth it? Les mots sortent en anglais, c'est la trop sortie en relou. anglais. C'est trop relou. Genre, si ça en vaut le coup, Ouais, exactement. Si ça en vaut la peine. ça en vaut la peine. Ben je changerai pas de vie, si c'est dans ce sens-là que tu veux l'entendre. C'est que, genre, la vie que j'ai, je la trouve vraiment belle, parce que dans le sens où je suis pas enfermé dans un bureau à travailler 9h, 18h, tu vois, à faire tout le temps les mêmes choses. Le volley, ce qui est bien, c'est que, ok, tu as une certaine routine parce que c'est le même sport que tu joues tous les jours, mais tu rencontres tout le temps des difficultés ou des challenges différents. Et franchement, c'est un truc que je changerais pour rien au monde parce que c'est déjà, je gagne ma vie comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient gagner leur vie avec leur passion. Et ouais, non, franchement, je sais que je suis chanceuse, mais tu vois, encore une fois, il y a des sacrifices et ça, beaucoup de gens ne le savent pas ou ne le voient pas. Mais non, c'est franchement une vie que j'apprécie, Que tu recommandes. que je recommande fortement. T'es passé par... Non, je vais poser ma deuxième question. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas fait de volley? Femme au foyer. Ah ouais, super. Non, je rigole. Qu'est-ce que j'ai... Chômage technique. Non, non, en vrai, agent immobilier, ça me chauffe de ouf. Comme maman. Ouais, comme maman. Elle a commencé à faire ça depuis 2 ans maintenant. Et c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Je sais pas si t'as vu la série Netflix, L'Agence. Non, pas du tout. Bon, une famille qui sont agents immobiliers. Et franchement, c'est un truc qui m'intéresse. Et tu vois, je suis pas dans un bureau H24, genre je vais bouger pour faire des visites et tout. Donc vraiment, si c'était pas le volet, ça serait ça. Mais tu vois, encore une fois, genre, je pense que je m'en lasserais super vite. Genre, j'aime bouger, j'aime pas rester cloîtré. Est-ce que du coup, t'aimes bien changer de club, souvent? Ouais, j'adore. Bah, je fais en sorte tout le temps de signer 1 an. Parce que j'ai pas envie d'être coincé quelque part, tu vois. Si par exemple je signe 2 ans et que j'ai une opportunité qui s'ouvre de pouvoir bouger, j'ai pas envie d'avoir un buy-out ou de devoir casser un contrat, de faire des choses comme ça. Donc, et j'aime beaucoup visiter plein de nouvelles choses et de nouvelles cultures. Donc souvent c'est 1 an, ouais. Est-ce que c'est... tu vois, dans les phases de négociation avec les clubs, avec les agents, est-ce que c'est facilement accepté, ça? Le fait de dire « Salut, moi je signe 1 an ». Pas tout le temps. En France, c'était plus simple, je trouve. Mais là, généralement, les clubs veulent faire un plus un minimum. En mode. En gros, pour expliquer, ouais, c'est 1 an avec Ouais. la possibilité d'enchaîner C'est derrière. ça, mais tu as plusieurs possibilités. C'est soit toi, tu décides de rester, Ah, ou soit c'est le le club qui décide acquise la ou clause. soit ensemble. Ok. Donc voilà, si c'est 1 plus 1, j'essaie de faire en sorte que je décide ou qu'on est d'accord. Mais vraiment, j'aime avoir la liberté de choisir ma vie au final. Sans forcément citer de club, tu vois, c'est pas le but, mais ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu te sens piégé, c'est peut-être un peu fort, tu vois, mais bloqué. Ouais. Non, franchement, et je peux le citer, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, tu vois, j'étais à Rome et c'était vraiment une année compliquée, que ce soit dans l'équipe ou moi, mentalement, etc. Donc c'était vraiment pas facile et je voulais partir. Et là, c'était un contrat que j'avais 1 plus 1, mais je voulais partir en milieu de saison. Et sauf que ça a été vraiment compliqué avec le club. Ça a pris beaucoup de temps et ça s'est fait à la dernière minute. Genre, j'avais jusqu'à minuit pour dire j'allais à Blage d'ailleurs. En Roumanie. Voilà, en Roumanie, que j'avais jusqu'à minuit. Et le club m'a dit à 23h57, ok, c'est bon, tu peux y aller. Donc tu Putain, vois, mais quel stress. c'est ça, c'est ça aussi dans le sport de haut niveau, c'est qu'il y a vraiment plein de trucs qu'on voit pas, mais qui sont présents. Et ça, c'est un truc qui est vraiment stressant pour une ou un athlète, tu vois, de pouvoir partir quand on a besoin, mais tu peux pas parce que tu as signé un accord. Surtout que c'est le genre de truc dont tu peux pas trop parler, je pense. Non. Enfin, avec tes potes, tes proches et tout, bien sûr, mais puis même, t'as rien à dire, en fait. J'ai rien à dire et je préfère ne rien dire parce que j'ai pas envie de salir ma personne et mon identité dans le monde du volley parce que, comme tu sais, c'est un monde vraiment petit. Ouais. Et donc, voilà, quand ça s'est fait avec Rome, j'ai essayé de me faire la plus petite possible. Voilà, même si enfin, beaucoup de gens le savent que leur tort était quand même pas mal comparé au mien, mais voilà, c'est des choses qui arrivent et qu'il faut savoir gérer le mieux possible. Et Putain, on a commencé sur des phases super tristes. c'est intense, hein.
Non, mais ouais, comme je t'ai dit, j'essaye de moins en moins d'écrire les podcasts pour. Enfin, je sais qui j'interviewe, tu vois. Oui. Mais j'essaye de moins en moins respecter une hiérarchie en mode passer club par club, etc. Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de juste. Au tac au tac. Bah voilà, c'est ça. Tu vois, au moins c'est divertissant et t'apprends des choses et tu vas dans des sujets de discussion que t'aurais pas abordés Si t'avais eu des questions. si j'avais vraiment la Ouais. liste de questions que je les lisais une par une, quoi. Ouais, ouais. Comment t'as vécu cette phase parce que toi, t'es passé, du coup, t'as commencé en France, etc. Tu jouais les deux postes aussi, tu jouais réceptionneuse attaquante, tu jouais pointu. Comment tu vivais un peu cette double casquette? Pour être honnête, au début, je le voyais comme un avantage. En mode. Je sais jouer partout. Alors, il y a la réception toujours, tu vois. Donc, Ouais, ouais. ça a toujours été le gros problème pour moi parce que c'est vraiment un truc qui se joue beaucoup au mental. Genre, c'est 99% au mental, je pense. Ok. Et c'est quelque chose, pour moi, enfin, c'est vraiment quelque chose, je le sens, quoi. Quand je vais rater une réception, genre, je le sais que je suis pas concentré là ou que je doute ou que. Et donc, au début, c'était un avantage dans le sens où je peux jouer les deux postes, tu vois. Donc, c'est trop bien, je peux rentrer en réception, mais je suis quand même couverte par les filles qui étaient avec moi sur le terrain et je peux jouer en deux. Donc, c'est vraiment un truc qui est un plus pour un club. Et sauf que là, plus les années avancent, plus je le vois comme un inconvénient dans le sens où, par exemple, vu que je peux jouer les deux postes, tu vois, je peux parfois pas être sur le terrain parce que si le coach a besoin de moi sur l'autre poste, il peut pas me changer pendant, tu vois, sur les deux postes Bien comme sûr. ça. Pas dans le set en tout cas. Pas dans le set, donc, mais je sais que c'est toujours un avantage et j'essaie vraiment d'en profiter à fond. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose dans le futur, il va falloir que je me pose vraiment et que je me dise, bon, alors, genre vraiment, il faut que là, je me dise au club et à moi-même, genre, je suis que ça et je change pas de décision. Parce que là, du coup, comment t'abordes les phases de marché, sans forcément, tu vois, dévoiler non plus tout ce qui se dit, mais avec ton agent, tu te proposes en tant que les deux? Franchement, c'est une bonne question. Maintenant, les gens, ils sont au courant que je peux jouer les deux postes. Qu'est-ce que tu préfères déjà? Je préfère attaquer en 4. Mais tu préfères ne pas réceptionner. Ouais. Je suis tellement pareil. Non, c'est vraiment la réception, le petit truc, mais j'essaie vraiment de. Et encore une fois, par exemple, en équipe du France, tu vois, en équipe du France, Oui, l'équipe du on aurait France. dit l'interview de Benjamin Pavard, la Coupe du Monde. Non, avec Kaz et Juju cet été, par exemple, tu vois, j'ai joué et je me suis senti vraiment bien parce que je sens qu'il y a de la confiance autour. Et forcément, quand tu sens que les gens autour de toi, ils ont confiance en toi, toi-même, tu essaies de monter ton niveau de confiance pour toi-même. Et franchement, cet été, je me suis trouvé vraiment bien en récept, tu vois. Mais par contre, il y a des moments où je doute et genre, si je peux prendre ça de ligne, je le ferai. Donc c'est vraiment. Ça dépend des périodes et j'essaie de rester assez régulière là-dessus et c'est pas toujours facile. Mais pour répondre à ta question, les clubs, ils sont au courant que je peux jouer les deux postes. Et après, c'est en mode, ils vont me dire par exemple, on te prend en 4, mais on peut aussi l'utiliser en 2, tu vois. Et ça a toujours été ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que, dans le temps, je pense qu'il va falloir que je prenne la décision en mode, non, vraiment, c'est que en 4 ou c'est que en 2 et. Ou c'est pas, tu vois. Ou c'est pas, ou Ouais. voilà, m'appelez pas, mais. Ouais. Et comment ça a commencé ça? Alors du coup, c'est quand tu as été formé en jeune. Est-ce que toi, tu voulais faire plutôt un poste de base et tu as vu que par exemple, je sais pas, par exemple en équipe de France, ce serait mieux que tu sois à ce poste-là ou à l'autre poste. Comment c'est venu le fait de jouer les deux comme ça? C'est venu avec Émile Rousseau en équipe de France. L'ancien sélectionneur du coup? L'ancien sélectionneur de l'équipe de France. C'était, je pense, 4 ans avant les Jeux Olympiques. Quand il est arrivé, et moi, c'était ma deuxième sélection stage, un truc comme ça. Et en gros, il m'a fait comprendre qu'il voulait m'avoir sur le terrain, mais c'était l'époque où il y avait Lucille Giquel. Et il m'a fait comprendre qu'il voulait pas nous avoir en concurrence sur le terrain et que ça serait bien que pour l'équipe, je bascule en 4 pour qu'on soit sur le terrain, Lulu et moi en même temps. Et du coup, au début, j'étais en mode. Parce que de base, tu as été formé pointu. Au début, j'étais pointu. J'ai commencé central, mais ça, c'est vraiment. Vaut mieux vaut pas en mieux parler. J'ai commencé central et après pointu. Et vraiment, c'était. Pour moi, j'adorais parce que les pointus, c'est plus. Tu frappes, tu réfléchissais pas dans ma tête. Et donc, quand il m'a proposé ça, au début, c'était en mode. Il y a la réception. C'était toujours la question de la réception en mode ok, mais je lui ai dit, t'es au courant que je sais pas réceptionner. Il a dit oui, mais je te demande pas d'amener la réception parfaite, juste tu la gardes dans le terrain. Et ça a toujours été l'idée par rapport à moi et ça l'est encore aujourd'hui, tu vois. Même avec César, il m'a jamais demandé d'emmener une réception double plus à la passeuse, tu vois.
Et du coup, au début, j'ai dit non à Émile. Je lui ai dit que je voulais rester en pointu. Du coup, j'ai pas été sélectionné après. Et sauf que je suis revenu sur ma décision et j'ai dit ok, on va essayer. Finalement. Et depuis là, ben, je fais toujours les deux, mais c'est là où j'ai commencé à faire réceptionneuse attaquante. Mais t'es revenu sur ta décision pour avoir l'opportunité d'aller en équipe de France. Est-ce que ça a été ton motif principal? Je pense un peu, oui, mais aussi j'aimais trop le volley à cette époque, j'aimais trop l'équipe de France, j'adorais les filles que j'avais rencontrées, il y avait Amandine, il y avait Kaz et tout, et j'avais pas envie de me fermer des portes juste par rapport à un poste. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, et j'avais pas envie de rester dans ma zone de confort. Genre, j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, bon, vas-y, si tu veux progresser vraiment, il va falloir que des fois tu te prennes des murs, et je pense que c'était le moment d'essayer. Du coup, voilà. T'as dit quelque chose, à l'époque j'aimais trop le volley, etc. Est-ce que à force de te prendre des murs, etc., tu vois, ta passion en est affectée? Moi, je vais donner mon exemple personnel. Euh, je pouvais faire 10 vidéos par jour quand j'étais au lycée, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça devient ton taf et que des fois tu ressens de l'injustice ou tu te sens pas respecté sur certains trucs, etc., t'es en mode putain, ça fout quand même la haine. Mais au final, j'aime trop cette merde, du coup, Ouais. genre, j'en fais 8 milliards par jour, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Euh, Non, en vrai, j'ai jamais eu ça en tête, mais des fois, il y a des moments où c'était vraiment compliqué. Je me suis dit, en fait, c'est bon, j'en ai marre. Genre, et c'est arrivé l'été dernier en équipe de France. J'avais l'impression que je savais plus jouer. Donc après les jeux, Ah, l'année après les Jeux, ouais. La VNL, je pense que c'était à Belgrade en Serbie, où j'avais l'impression que je savais plus jouer au volley. Vraiment, ma mère était là, et elle est venue dans ma chambre d'hôtel, et là j'ai craqué, j'ai dit je veux plus, j'arrive plus, je sais plus jouer au volley. Et elle m'a dit mais tu dis n'importe quoi, enfin les mamans quoi, en mode ça va passer, vraiment t'inquiète pas. Et vraiment ce moment-là, c'est la première fois où je me suis vu arrêter l'équipe de France en tout cas. Je me suis dit j'y arriverai pas, genre je sais plus attaquer, je sais plus bloquer. C'était un blocage aujourd'hui encore je sais pas pourquoi. Et après on a eu une coupure de 2 semaines et quand je suis revenu, ça y est, tout était réparé. tout était réparé. Mais tu vois c'est un truc où encore aujourd'hui je me dis mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que à ce point, genre, Tu sais vraiment pas ou tu peux pas le dire pour l'interview? non, vraiment, premier Ok, degré, ok. je sais pas. Non, sinon je t'aurais dit, j'ai rien à cacher, mais vraiment, c'est la première fois que je me suis dit, j'ai envie d'arrêter. Et c'est-à-dire comment tu move on? Ouais, bah vas-y, on fait du franglish. Non mais elle est trop relou, les mots viennent qu'en anglais. Mais comment tu continues d'avancer quand ça t'arrive? J'essaie de me dire que l'irrégularité dans le haut niveau, c'est par nature. Genre, ça. Genre, tu peux pas avoir constamment quelque chose de parfait. La perfection, vraiment, j'essaie d'être perfectionniste, mais c'est un truc qui m'a toujours porté genre préjudice. Ça a jamais été quelque chose qui m'a tiré vers le haut. Et j'essaie vraiment de me dire que parfois, il faut que j'arrive à être plus gentil avec moi et réaliser ce que j'ai fait parce que je suis parti de loin. Genre, je suis parti de chez moi quand j'avais 12 ans pour ça. Et en fait, quand j'ai des moments de doute comme ça, je me dis, mais la Amélie de 12 ans, genre, elle est partie de la maison pour des moments comme ça aussi. Genre, oui, je suis parti pour réaliser mon rêve de jouer dans des clubs pro, d'aller jouer en Italie, de découvrir plein de championnats. Mais la Amélie qui est partie, elle savait aussi qu'il y allait avoir des moments vraiment durs comme ça. Et donc, quand j'ai des moments où j'ai envie d'arrêter, j'essaie vraiment de revenir loin, loin en arrière pour voir pourquoi déjà j'ai pris cette décision. Et ouais, de vraiment me dire que ben, c'est comme ça, la vie c'est pas que dans le volley, genre dans la vie de tous les jours, tu te prends des murs et faut se relever, sinon qu'est-ce que tu fais de ta vie? Sinon tu fais rien. Voilà. Mais du coup, quand t'étais jeune, quand t'avais 12, 13 ans, etc., parce qu'il y a des gens, quand je fais des interviews, qui n'ont pas du tout connaissance du monde pro, etc., ça leur parle pas du tout. Mais toi, du coup, t'avais déjà cette vision de je veux être pro, je veux faire quelque chose, je veux faire carrière, ou c'était pas si défini que ça à l'époque? Bah, je suis parti de chez moi à 12 ans Pour aller dans un pôle, du coup? pour aller. Alors j'étais avec Martigues, dans le club de Martigues, et vraiment j'ai vu le club de Venelle, c'était des tournois et tout, et je voyais que les filles de Venelle leur niveau était vraiment élevé comparé à tous les autres clubs, genre Aubagne, Martigues et tout. Et j'ai dit à mon père, je veux partir. Et je veux aller à Venelle. Et tu vois, à 12 ans, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je sais même pas ce que tu me dis là. Allez, va dans ta chambre. Et ouais, vraiment. Et je lui dis, non, non, mais vraiment, je veux partir. Et du coup, et c'était une période où ma famille, c'était vraiment compliqué. Et donc, j'ai dit que je voulais partir de la maison. Et je suis allé sport-études à Puricard. Ouais.
J'ai pas. Je J'étais l'ai à pas, celle-là. 45 minutes de chez moi. Ok. Donc je devais faire internat parce que tu vois, faire 45 minutes tous les jours, c'était pas possible. Et de là, je me suis dit, et je me rappelle encore, je voulais signer mon premier contrat à Venelle. Là où j'avais commencé, genre à 12 ans, je voulais absolument faire professionnel dans ce club-là. Donc ça a commencé, ouais, quand j'avais 12 ans. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'à 12 ans, tu avais déjà, toi, cette vision de... Genre, tu connaissais déjà les championnats, tu connaissais déjà l'Italie et tout, ça te parlait ou pas encore? Non, à 12 ans, non. À 12 ans, non. Je voulais juste. Tu vois, dans la famille, on m'a jamais poussé à faire du volley. On m'a toujours donné l'opportunité de faire des sports différents, genre de l'athlétisme, de la natation, du basket. Bah, dans la famille, tu vois, c'est une religion un peu. Il y a tout le monde qui est passé par là. Et donc non, je connaissais pas les championnats hors France, mais je sais que je voulais. Enfin, je savais que je voulais vraiment commencer à être professionnel. Est-ce que tu crois un peu au destin et tout, tu vois? Genre, quand t'es destiné à faire quelque chose, ça finit toujours par te rattraper. Ah oui, non, de ouf. Non, mais je crois pas Ouais. au hasard dans tous les cas. Genre, au début, je voulais vraiment genre faire ma vie, genre tracer mon histoire et genre, tu sais, j'étais un enfant là comme ça, je voulais faire ma vie et pas qu'on m'impose des choses. Et au final, bah, ça m'a rattrapé en mode, je sais pas, j'entendais parler de mon père quand il était joueur, que c'était vraiment un joueur extraordinaire, etc. Et tu sais, dans ta tête, quand t'es jeune, ça va en boucle. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais essayer. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu voudrais parler? Tu vois, un truc qui te tient à cœur ou pas? Mais là, la question que tu me poses, tu vas le mettre dans le podcast? Bah, bien sûr. Genre là, la question que tu Ah, mais m'as posée, là, est-ce que tu voudrais parler de Ah, mais quelque là, je chose? suis revenu sur le siège en légende, pas de break, après m'être levé pendant 5 minutes et direct, on renchaîne comme ça, y a pas de pause. Non, mais si t'as pas de sujet, je la mettrai pas, tu vois. Mais. Mon frère. Théo Rotard. Ouais, Alors, franchement. qu'est-ce que tu voudrais dire sur Théo Rotard? Non, mais je sais pas, mais je trouve que. Franchement, il m'inspire, cet enfant. Et c'est pas parce qu'il fait partie de ma famille, mais tu vois, il travaille de fou. Et il est vraiment passionné. Et lui aussi, il a choisi sa voie à lui. Tu vois, il a essayé le volley. Et il s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Et donc, il est parti au beach volley. Il a fait champion d'Europe quand même en jeune, hein, Ouais, au volley en salle. ouais. Je sais pas si je regardais pas, je sais pas s'il jouait ou pas, etc. Non, sur le il jouait terrain, pas. Non, il jouait pas. mais il était dans le groupe, quoi. Il était dans le groupe. Mais non, vraiment, c'est vraiment un bosseur et vraiment, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce il a réussi, tu vois, à faire quelque chose que moi, j'ai pas eu le courage de faire, entre guillemets, c'est que il a continué à faire ses études jusqu'au bout et là, il continue encore à avoir un master et tout et c'est quelque chose que moi, c'est pas que j'ai pas su le faire, mais c'est que je voulais pas faire les choses à moitié. Et vraiment, il travaille à côté et dans le beach volley et c'est vraiment quelque chose que j'admire de lui et aussi voilà l'été dernier enfin pour les Jeux Olympiques il a qualifié la paire Ouais, et je pense que pour lui ça a été quelque part un moment assez compliqué de qualifier mais pas faire les mais pas JO faire les jeux, ouais. et la manière dont tu vois il m'en a pas parlé une fois tu vois c'est moi qui lui ai demandé en mode ça va genre enfin comment tu te sens par rapport à ça et tout et il m'a dit qu'au début c'était un peu compliqué mais en fait c'est quelqu'un qui avance vraiment vite genre ok il vit les émotions mais après il arrive à mettre de côté et genre avancer et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de prendre de lui parce que je trouve que c'est inspirant et voilà et je lui souhaite vraiment de vivre des Olympiques Que t'as vécu. que j'ai vécu et j'aurais aimé les vivre avec lui mais Bah non, du coup, bah, j'espère à LA. j'espère à LA. Comment tu vois le... Je pense que j'ai déjà dû la poser cette question, et peut-être à toi d'ailleurs, quand je travaillais avec la Fédé sur les équipes de France l'été. C'est comment tu vois un peu le développement des équipes de France ces dernières années, parce que vous partez de loin et vous êtes arrivé au top niveau mondial, tu vois. Enfin, je veux dire en termes de compétition. Ouais. Vous partez de la Bronze League, ça n'existe pas, mais de la Silver League, et maintenant vous êtes en VNL, quoi. Ouais. Non, mais je trouve qu'on a évolué de ouf et aussi ça a beaucoup à voir avec l'arrivée d'Émile Rousseau, encore une fois. Quand il est arrivé, il a apporté ses idées, son volet à lui. Ça nous a fait énormément progresser. Je crois que l'équipe de France, je pourrais dire de la merde, mais je crois que l'équipe de France a été 52e à un moment. Et avec lui, on est arrivé genre dans les 20, quoi. Donc, et là, avec César aussi, ça ramène de la fraîcheur aussi. C'est quelqu'un avec qui j'ai adoré travailler à Nantes. Et il est vraiment, lui aussi, il a ses idées, c'est différent d'Émile, mais c'est vraiment un travail qui est intéressant. Et on l'a vu l'été dernier avec les championnats du monde et la VNL. On a encore fait vraiment un beau parcours et Ouais. on était vraiment pas loin de se qualifier pour le Final 8 de la VNL. Donc vraiment, je trouve qu'on évolue beaucoup et même notre groupe, il évolue. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans le groupe l'année dernière et ça a vraiment fait du bien. Et on a vraiment un groupe de copines, donc c'est cool de travailler comme ça. J'en parlais avec Juliette parce que, bah,
au moment où on tourne l'interview, j'ai fait un podcast avec elle hier, et elle disait que vous aviez réussi à créer une bulle. Tu vois, créer une vraie bulle d'équipe. Ouais. Je pense, moi aussi, j'ai ressenti ça en mode. On a réussi à prendre du plaisir en dehors du volley, genre à se faire des restos ensemble, à sortir ensemble, à faire plein de trucs. Mais genre dans le volley, genre, je sais pas, c'était tout tombé à sa place. Genre, on se sentait vraiment tout ensemble. Et encore une fois, j'ai dit, Juliette, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui adore travailler, qui adore le volley, qui dédie sa vie au volley. Et l'été dernier, d'être avec elle et de réceptionner à côté d'elle, c'était franchement ouf parce que tu vois, genre, vraiment, je pouvais être comme ça et genre, vraiment une confiance aveugle dans cette fille et elle a raison. Genre, vraiment, on sent que le groupe, il a évolué et franchement, là, vraiment, j'ai hâte de commencer avec l'équipe de France. Comment on passe un step en plus, tu vois? Parce que là, vous avez réussi à atteindre la VNL, vous avez fait les Jeux. Bon, les Jeux, vous étiez qualifié parce que c'était en France. Mais du coup, vous n'avez pas dû passer... Peut-être que vous seriez qualifié, tu vois, avec tous les tournois de qualification olympique et tout, on ne sait pas. Mm. Mais la VNL, vous y êtes allé parce que vous avez gagné la Challenger Cup. Et après, vous y êtes resté la première année parce qu'il n'y avait pas de descente. Ouais. Mais dans tous les cas, vous descendiez pas. Ouais. Et ensuite, la deuxième VNL, vous étiez bien mieux que la première. Comment on fait pour encore passer une étape supplémentaire en gardant aussi quasiment les mêmes joueuses? Tu vois, il y a ça aussi. Il n'y a personne de nouveau qui va arriver ou très peu. Non, non, ça va être à peu près le même groupe que l'été dernier. Mais je sais pas, je pense forcément il faut travailler, faut s'entraîner, il faut se préparer physiquement. Mais tu vois, je crois pas au volley genre en mode où tu t'entraînes genre des entraînements de 3h30. Genre les trucs comme ça, je pense Ça pas. c'est pour IQ, ça. Ça, c'est pour IQ, Vraiment. voilà, mais je sais pas, c'est vraiment plus les petits détails et tout. Et encore une fois, avec César, c'est quelque chose qui a bien marché, c'est qu'il nous laisse jouer notre volley aussi, tu vois. C'est pas un coach qui va essayer de te changer, c'est pas un coach qui va te dire joue comme ça, sinon en mode tu joues pas, tu vois. En fait, il prend tes qualités et il essaie de les rendre encore meilleures. Et c'est vraiment ça que j'apprécie avec lui, c'est que il a pas. Avec lui, je me sens. Genre, j'ai de la confiance en moi. Genre, j'ai pas peur, je doute pas parce que je sais qu'il va essayer de m'aider. Et je pense que c'est un truc que les filles aussi ont un peu senti cet été. Après, forcément, plus que d'autres. Genre, certaines filles, elles ont pas besoin de ça pour se sentir plus en confiance. Mais il nous a vraiment laissé libre de jouer. Et même en dehors du volley, genre, il ne contrôle pas notre vie, tu vois. Il y a des coachs. En dehors du volley, tu vois, tu peux pas sortir, tu peux pas manger dehors, tu peux pas. Et lui, vraiment, il a pas de règles. Et je trouve que souvent, quand il y a pas de règles, t'as pas envie de les enfreindre. Alors que si on te met des règles, Hmm. tu vois, il y a quelques filles des fois qui vont vouloir les enfreindre et tout. Donc, c'est vraiment un tout. C'est en mode, on se sent plus. Je sais pas, on sent que le coach a confiance en nous, que le staff a confiance en nous. Du coup, ça crée un truc en mode, on est vraiment. Pas une famille, parce que j'aime pas les termes comme ça, mais on est vraiment ensemble, quoi. C'est vrai que il y a certains coachs qui sont bon, qui sont stricts quoi. Si au petit-déj tu prends un truc en plus, ça va te dévisager un peu. Euh, est-ce que tu joues moins bien quand t'es dans un cadre qui te plaît pas? Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Ça joue beaucoup sur ton mental, tu vois, que ce soit un cadre qui me plaît pas ou un staff qui me plaît pas, genre forcément si tu t'es pas dans un environnement où tu es à l'aise, je pense que tes performances elles diminuent. Et parfois ça peut être inconsciemment, mais tu vas le sentir physiquement ou tu vas le sentir mentalement, tu vas commencer à être fatigué et c'est des choses qui... par exemple pour mon cas, genre à Rome, je me suis pas senti bien et j'étais pas performante. Donc je pense que c'est forcément un truc qui impacte. Après, ça dépend des périodes aussi, mais quand tu es dans des conditions où tout est fait pour performer, encore une fois, ça dépend pas que de ça, mais forcément ta performance elle va s'élever. Et voilà, et j'espère qu'avec les résultats qu'on a réussi à faire et j'espère continuer à faire, on va être dans des conditions de vie avec l'équipe de France où ça va s'améliorer et qu'on va pouvoir améliorer aussi notre niveau de jeu. Quand on parle de conditions de vie de joueuses, j'entends tout le temps chez les filles parler de Vakifbank, tu vois. Où on me dit, là-bas, tout est fait pour la performance. Laura Herman aussi, elle m'avait parlé d'Exasibashi aussi, où c'était très pro. Toi, tu as joué en Turquie, tu n'as pas joué dans ces clubs-là. On en parlait tout à l'heure en off, tu jouais dans un club qui montait. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait en termes de comparaison pour les Français, en termes des clubs en France, tu vois? Un club qui monte en Turquie, c'est à peu près pareil, les mêmes infrastructures, c'est quand même un peu mieux, c'est moins bien ou... Non, franchement c'est mieux.
Même là, alors que c'était un club qui venait de monter, c'était vraiment tout était organisé. Les appartements, tout était prêt. Genre, si tu avais besoin de quoi que ce soit, genre vraiment ta disponibilité, il y avait une masseuse et une kiné. Donc vraiment, il y avait, et le staff, ils étaient 8. Donc tu vois, c'est vraiment un autre monde. Et je crois qu'en Turquie, c'est comme ça. Bon, pas partout, peut-être les clubs vraiment bas de tableau, je pense pas. Mais Göztepe, ils venaient de monter et c'était vraiment genre. Quand j'ai vu le staff, mais j'ai dit, mais on a une autre équipe C'est les Avengers ou... Ouais, non, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, ça, c'est un truc qui m'a marqué dans le sens où. Bah vraiment, ça se voit que en Turquie, le niveau, il est avancé. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'équipe nationale de Turquie est aussi performante. Est-ce que toi, il y a un club qui te fait rêver? Ou pas vraiment? Qui me fait rêver. Bah, tu vois, ça, c'est une bonne question. Allez hop, j'en profite pour boire une lichette. Bank, c'est pas ça me fait rêver, mais c'est un truc qui je me dis waouh quand même. Genre, il y a Kaz là-bas, Elena Kazot, donc j'entends beaucoup parler de comment ça se passe et vraiment elle me dit que c'est vraiment super et tout. Mais moi, c'est pas vraiment un club, c'est plus des championnats où j'aimerais vraiment jouer, quoi. Par exemple, le Japon, c'est un truc qui peut m'intéresser. La ligue aux États-Unis à l'OVB, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer. C'est vraiment plus des championnats où j'ai envie dans ma carrière d'aller un peu partout pour voir et pour comparer et pour à la fin me dire j'ai zéro regret parce que j'ai vraiment tout essayé. Et donc un club qui me fait rêver, non, pas trop, mais des championnats, ouais. La Love Bee. Love Bee. La Love Bee. La Love. Moi, il y a un truc que je trouve quand même assez fou là-bas. C'est dans leur process de recrutement. Tu sais pas avec quelle joueuse tu signes, quoi. Bon, tu sais même pas dans quel club tu signes. Des fois, tu peux le savoir. Ils te le Ouais. disent avant de signer. Parfois, ça arrive. Mais pour moi, ça me paraît fou. Et je sais que des fois, ils donnent un peu des infos. Genre, la passeuse, c'est une passeuse qui a fait les jeux. Mm. Mais ça veut rien dire, une passeuse Ouais. qui a fait les jeux. Tu peux être la deuxième passeuse d'une équipe et on parle des Jeux de Paris ou des Jeux de Londres. Donc, est-ce que c'est pas un frein, c'est pas le mot, mais tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu peur, tu vois, par exemple, si on vient vers toi avec la Love et on te dit, bah voilà, tu signes, tu sais pas Point. où, et c'est oui ou c'est non, tu vois. Bah c'est ça, j'ai eu contact avec eux récemment. Et, On les exclut, putain. les exclus. Et non, parce que vraiment, pour être honnête, c'est vraiment un truc qui m'intéresse, mais je me dis que c'est pas encore le moment parce que la ligue, ça fait que 2 ans que ça a commencé, et je pense que c'est vraiment une ligue qui, dans le temps, ça peut être pas une des meilleures, mais dans les Ouais, je pense meilleures. aussi. Aussi parce Et qu'ils ont des sous et du budget voilà. et qu'ils peuvent ramener Donc des gens. je pense que dans le futur, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant, mais comme tu as dit, le fait que tu sais pas où tu signes, genre par exemple, ils m'ont approché, ils m'ont dit, ils m'ont donné 3 états de là où je peux jouer, mais je me dis ok, mais ça peut être un des 3, donc c'est pas, tu vois, c'est un peu flou comme. Et alors, je sais pas à quel point tu veux en parler, mais ils te proposaient le même salaire en fonction de l'État ou pas? Parce que dépendamment des États où tu vas, je sais pas, je vais prendre un chiffre au pif, mais 100 000 au fin fond de l'Oregon et 100 000 à San Francisco, ça veut pas dire le même rythme de vie, quoi. Non, c'est sûr. Mais bah, je suis pas allé plus loin dans la Ah, ok. discussion. Parce que justement, le fait que je pense que la ligue va être mieux dans quelques années, je voulais attendre. Mais j'étais quand même intrigué de voir comment ça fonctionne, et etc. Donc j'ai parlé pendant 1 heure avec la dame de LOVB. Mais je pense que ça dépend de l'État quand même. Et comme tu dis, si t'es à, je sais pas, à Los Angeles ou à San Francisco, genre la vie là-bas, c'est. C'est super cher. Je crois que c'est l'une des villes les plus chères du monde. Ah mais oui, non mais Paris à côté, c'est rien. Ouais, je te Paris à jure. côté, c'est la couronne, c'est là où j'habite. Donc non, vraiment, je sais pas, mais c'est un sujet qui m'intéresse de fou et franchement, je pense que dans le futur, j'aimerais bien essayer. Et est-ce que tu as une préférence personnelle, tu vois, entre découvrir le Japon et les US? Franchement, je pense que je préférais les US. Ok. Parce que le Japon, grâce à la VNL et l'équipe de France, j'ai pu voir comment ça se passe un peu. Et ça m'intéresse toujours autant, mais c'est quelque chose que je connais, entre guillemets. Alors que les États-Unis, c'est vraiment un point d'interrogation. Genre, je vois toutes les vidéos sur Instagram et ça a l'air d'être un truc vraiment en mode c'est des familles, c'est que des amis et tout. Bon, ça, c'est un truc un peu en mode moi, je suis pas trop contenu, je suis pas trop vidéo et tout ça. D'où la raison on se voit aujourd'hui, mais. Non, mais en mode. Je sais pas, ça a l'air d'être un truc vraiment. Ben, les Américains, tu sais, ils sont vraiment friendly, ils sont. Donc, je sais pas, c'est un truc à tester et j'aimerais bien essayer. C'est vrai qu'en termes d'image, la LOVB, c'est quand même un truc de fou. Ah oui, non, par contre, pour ça, vraiment, si tu veux développer ton image et avoir des sponsors et peut-être avoir des marques qui viennent vers toi, c'est sûr que c'est bah, peut-être le mieux au final,
Mais je sais pas, on verra dans quelques années, mais j'aimerais bien essayer. Toi, ça t'a jamais intéressé d'essayer de développer tout cet aspect-là, réseaux sociaux, partenariats, etc. Bah, au début, ça m'intéressait pas trop parce que j'aime pas trop ça, j'aime pas trop prendre des photos de moi ou qu'on prenne des photos de moi ou des trucs comme ça. Mais je pense que pour ma carrière, c'est important entre guillemets, qu'on parle de moi et qu'on essaie je sais pas, de m'approcher pour des sponsors et tout. Donc c'est quelque chose où je réfléchis et je me dis que l'OVB, justement, ça serait un truc qui pourrait me sortir de ma zone de confort en mode d'essayer de m'aider à faire ça. Est-ce que tu considères que des fois, ta présence sur les réseaux, et je parle pas de la tienne mais en général, hein, pour un joueur ou une joueuse, ça change la vision dont les gens te voient en tant que joueur? Parce que moi, j'ai un exemple que je vais prendre. Si tu ouvres TikTok et que tu regardes les gens qui commentent ou qui parlent de volley, pour eux, les Japonais chez les mecs, tu vois, c'est les meilleurs joueurs du monde, tu vois. Ouais. Mais ils sont très bons, tu vois, et ça reste des bons joueurs, mais il y a des joueurs qui sont meilleurs qu'eux. Ouais. Mais je regarde, et parce que les gars sont actifs, parce que les gars sont suivis, aussi parce qu'il y a eu IQ, tu vois, qui a ramené toute une nouvelle dynamique aussi, mais je suis en mode, putain, les gars, fermez TikTok un peu, tu vois. Bah, c'est vrai, mais malheureusement, avec les réseaux, tu peux croire tout et tu vois tout. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime pas trop. Mais encore une fois, ça peut être bien pour toi. Tu vois, genre pour toi, ça peut développer ton image et ça peut t'aider à trouver des trucs après ta carrière, forcément, je pense. Mais encore une fois, voilà, c'est un truc qu'il faut essayer. Et avec le temps, peut-être que j'aurai l'envie de voir comment ça peut se passer. Parce que qu'est-ce que tu devrais faire comme contenu? Tiens, c'est une bonne question, ça. Moi, Ouais. Petite chaîne YouTube en légende ou quoi? mes chaînes YouTube où j'embête Maude, ma mère. Mais c'est exactement ça, ce à quoi je pensais. Et à chaque fois, je regarde tes TikTok, je me dis, putain, la pauvre. Non, vraiment, ça, c'est un truc. Mais avec Théo, on y a pensé et on s'est dit, mais vraiment, on va ouvrir une chaîne TikTok avec Maude et elle va percer. Studio Mode, quoi. Studio Après Maude. Studio Daniel, elles ont pas le même Vraiment. âge, mais... Ah non, Studio Daniel, c'est ouf. Mais non, vraiment. Je sais pas quel genre de contenu. Mais vu que je suis quelqu'un d'assez. Enfin, j'aime bien faire des blagues, des contenus. Pas des blagues, mais tu vois, genre, je suis. Je sais pas, j'aime bien faire rire les gens autour de moi qui se sentent confortables et tout. Je sais pas, je pense que je serais. M'aiderait à, encore une fois, sortir de ma zone de confort et je me sentirais à l'aise de le faire. C'est ouf parce que c'est pas du tout... tu vois, quand on t'écoute et tout, là, pendant le podcast et tout, tu sais, tu te dis pas... t'es très calme, tu vois. Tu te dis pas, putain, elle va foutre sa mère dans la piscine, tu vois. Peut-être que tu pourrais le mettre en background. Je pourrais l'incruster. On l'embrasse d'ailleurs, Maud. Oui, on lui fait des gros bisous. Vous avez passé tellement de choses avec l'équipe de France ces dernières années. Il y a eu la grosse étape des Jeux. C'est une question que j'aime bien poser. Oh, désolé si je la pose à chaque fois, mais est-ce que pour toi, ça a vraiment changé quelque chose, les Jeux, en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne, ou pas vraiment? En tant que personne, peut-être parce que j'ai l'impression que j'ai réalisé mon rêve de. Je me rappelle que j'avais écrit sur ma porte de chambre en 2019. J'avais écrit JO 2024 sur ma porte. Et Maud, au début, elle a fait mais pourquoi t'écris sur la porte et tout. J'ai dit, j'ai dit c'est pour me rappeler, c'est pour me rappeler que quand je marche pour aller dans ma Mais chambre. parce que tu l'as écrit au marqueur ou quoi? Ah, j'ai écrit avec un stylo noir, bien ancré dans la porte. Et j'ai marqué ça parce que je voulais pas me rappeler, parce que je sais que je vais pas l'oublier, mais en mode un genre d'objectif, tu vois. Et quand j'ai fait le premier match aux Jeux Olympiques, que j'étais sur le terrain, que j'entends l'hymne national, je me suis rappelé de cette fille-là, genre il y a 6 ans auparavant. Et je me suis dit, putain, mais ça y est, j'y suis en fait. Et donc, en tant que personne, vraiment, j'ai l'impression que genre, je respirais et que je me suis dit, ça y est, j'ai vraiment fait quelque chose que genre, j'avais un but et je l'ai, entre guillemets, réalisé. Et voilà, et en tant qu'athlète, c'est la meilleure compétition pour n'importe quel athlète. Tout le monde rêve de faire les Jeux Olympiques. Donc, vraiment, c'était une expérience de fou et j'aimerais vraiment qu'on arrive à se qualifier en 2028 pour revivre la même chose. Je te pose cette question parce que moi, je l'ai eu. L'aspect de réaliser ses rêves. Moi, je voulais absolument vivre de ma chaîne YouTube de volley, tu vois. Ou des activités à côté. Et je l'ai fait. Et après, je me suis dit... je fais quoi maintenant? Tu vois, je sais pas si toi t'as eu un contre-coup comme ça après. Bah non, mais c'était difficile à redescendre du nuage en mode les émotions elles étaient folles. Enfin, t'étais dans le village olympique avec des stars que tu vois à la télé, genre les LeBron James et des trucs comme ça. Donc tu réalisais pas trop et une fois rentré à la maison, j'étais en mode à chaque fois que je rentre des compétitions, genre j'ai tout le temps un moment à la maison où je suis en mode tristounette ou en mode On s'emmerde. ouais, genre ouais.
Et, et vraiment, là, cette période-là, c'était en mode, bah, il va falloir que je me réveille, que je fasse quelque chose d'autre. Et heureusement que ce qui est bien aussi, c'est que l'équipe de France, ça finit genre la dernière fois, c'était en septembre, mais la saison, elle reprend en octobre, tu vois. Donc, il n'y a pas beaucoup de moments où tu as le temps de, entre guillemets, déprimer et de rester sur ton nuage, mais non, mais c'est les JO, quoi. C'est le Graal. Est-ce que c'était dur à vivre de perdre au jeu? Non, parce qu'on n'était pas l'équipe de France qu'on est aujourd'hui. On travaillait encore beaucoup, forcément on avait évolué, mais on s'est bien battu, je trouve quand même on a fait, notamment contre les États-Unis, on a réussi à faire un bon volley, mais vraiment c'était plus de la fierté en mode on a une opportunité, on va faire notre maximum et on va voir où ça nous mène. Et oui, on a perdu des matchs, mais je sais pas, on était fiers d'être là parce que mine de rien, il y a quand même une sélection pour les Jeux Olympiques, tu vois, donc ça aurait pu être une autre joueuse. J'aurais pu ne pas y être, tu vois. Donc vraiment, c'était plus de la gratitude que en mode purée, on a perdu tous les matchs. Puis même contre la Serbie, alors de mémoire, mais il y a des sets où vous meniez aussi sur des phases. Vous avez pas gagné de tête, je crois, contre la Serbie, Non, mais il me semble qu'il y a des moments où vous étiez devant de 3, 4, 5 points. non, mais même Ça veut contre rien dire, ouais, ouais, non, mais mais même contre les US ou contre la Chine, où il y a des moments où on était devant de 2-3 points, tu vois, et c'était un sentiment qui est vraiment bien, mais encore une fois, on était dans une période où on essayait de progresser et voilà, on savait qu'on allait là, on était tombé dans la poule de la mort. Enfin, c'était une poule c'était vraiment, c'était chargé. c'était chargé, donc. Mais non, vraiment, on a beaucoup évolué et après ça, ben, j'ai l'impression qu'on a continué à travailler sur la même longueur d'onde, mais avec des idées différentes, comme j'ai dit avec César. Donc voilà, franchement, c'était plus en mode de la fierté qu'on était. Et est-ce que des fois vous avez été, ou même toi mentalement, tu vois, mais bloqué en vous disant putain, on joue ces équipes-là, est-ce qu'on peut vraiment gagner, tu vois, ou ça vous est jamais arrivé ce genre de truc? Pas forcément au jeu, hein, mais. Pas forcément quand on joue des équipes comme les US et les États-Unis de cette époque, c'était les bails de Jordan Larson, enfin, les grosses joueuses comme ça. Donc en mode, on s'est dit purée. Pour nos JO, franchement, c'est pas cool, mais c'était en mode, bah, encore une fois, c'est encore un gros challenge. Donc ça va être forcément intéressant de jouer contre ces équipes-là et tu progresses encore plus contre des équipes monstres comme ça. Donc on a vraiment essayé de le prendre en mode comme un atout et voilà, on a donné notre maximum. Après, on ne sait pas qu'on n'était pas prête, c'est juste que le niveau il était complètement différent et c'était largement au-dessus de nous et on a essayé de se défendre, on a essayé de se défendre avec nos armes et voilà. Pour revenir un peu sur quand tu jouais en France, donc tu as joué dans plein de clubs en France, euh, est-ce que tu étais contente la première fois où. Oui, tu étais contente, mais tu vois, est-ce que tu avais ce truc de enfin j'ai l'occasion de partir à l'étranger? C'est surtout ça. Je voulais vraiment partir à l'étranger. Genre après ma saison à Nantes, j'étais en mode, je pense que j'ai entre guillemets tout vu en France et j'avais toujours rêvé de jouer dans le championnat italien. Et après Nantes, j'ai eu bah, l'occasion de jouer à Rome. On m'a contacté et je me suis dit, franchement, j'ai pas hésité. J'y suis allé directement et Parce que je me rappelle plus, Rome, il montait aussi de mémoire. ouais aussi. C'était un club qui montait, ouais. Je crois qu'ils avaient déjà été dans la ligue, mais ils étaient descendus et là ils remontaient. Et vraiment, j'ai pas hésité parce que le championnat italien, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Pour moi, c'est un des meilleurs championnats du monde. Mais vraiment, c'est au tout début de ma carrière, quand j'avais 12 ans, justement, je pensais pas à ces choses-là. Mais quand j'ai commencé la saison à Béziers, c'est là où j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien partir à l'étranger. Et tu vois, par exemple, bon, tu disais tout à l'heure, ça s'est pas forcément super bien passé à Rome. Est-ce que tu avais des prémices avant d'arriver, tu vois? De dire, ah, ça c'est un peu bizarre. Pas forcément sans dire quoi, mais la question que je veux te poser, c'est, ton rêve c'était de partir en Italie. Est-ce que dès que tu as eu l'opportunité, tu as dit oui, peut-être sans penser à des trucs négatifs que tu voyais déjà, tu vois? Franchement, avant que j'aille en Italie, j'entendais que des trucs en mode c'est ouf, c'est trop bien, les gens ils s'occupent trop bien de toi, la communication elle est bonne, les voyages ça se passe bien, genre tout est. Enfin, je savais que tu allais en bus à tous les matchs, en déplacement, mais genre moi tout ce que j'avais entendu avant que je signe c'était en mode bah, c'est le mieux, il n'y a pas mieux que ça et tout. Et en fait, c'est après que j'ai réalisé qu'en fait, les gens qui m'avaient dit ça de ce championnat-là, c'était des gens qui étaient dans des clubs haut de tableau plutôt, tu vois, donc forcément ils ont des conditions de transport qui étaient ouf, etc. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, c'est là où j'ai compris que c'était bah, pas la même histoire, quoi. Parce que Rome c'était bas de tableau, vu qu'ils venaient de monter.
Donc c'était différent, mais encore une fois, c'est une expérience et je suis contente de l'avoir fait. Mais moi, je trouve ça fou que. Alors, que tu vois, les gros clubs de volley, souvent, à part Istanbul, tu vois, par exemple, en Turquie, Ouais. mais même en France, c'est pas des grosses villes, tu vois. Je veux dire, Rome, c'est Rome, Ouais. mais pourtant, Rome, c'était pas une grosse équipe de volley, tu vois, genre, Ouais, c'est sur les vrai. dernières années. En France, les clubs qui dominent, c'est Tours, Tourcoing. Bon, Montpellier, c'est quand même une grosse ville. Ouais. Et je sais pas l'expliquer, tu vois. Je sais Alors pas ça, pourquoi. alors ça, vraiment, j'en ai aucune idée. Mais parce que je pense que ça dépend aussi des sports. Rome, par exemple, il y a le foot là-bas, où ils sont obsédés par ce sport-là. Donc je pense que ça dépend vraiment là où ils mettent l'argent. C'est toujours une question d'argent au final. C'est s'ils investissent beaucoup d'argent dans le volley ou pas. Et je pense que, pour prendre l'exemple de Rome, je pense qu'ils mettaient pas énormément de budget dans le volley, Ouais, c'est sûr. C'est sûr. au final. Mais c'est ce que je me disais aussi, parce que c'est vrai qu'en Italie, le volley dépend beaucoup moins de l'argent public qu'en France. Mm. Et je pense qu'en France, quand t'es une mairie, genre quand t'es la mairie de Paris, tu dépenses déjà 8 milliards d'euros dans tous les autres sports. Et C'est vrai. est-ce que tu mets encore des sous dans le volley? Mm. Est-ce que toi, il y a une expérience que tu voudrais vivre absolument? Je sais pas, tu parlais des US par exemple tout à l'heure, que ça te ferait plaisir de découvrir les US ou le Japon. Mais c'est plutôt pourquoi? C'est plutôt pour le championnat en lui-même ou c'est plutôt pour tout ce qu'il y a autour? Pour les deux. Franchement, les États-Unis, bah, c'est un pays qui m'intéresse parce que j'ai visité qu'une fois là-bas. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir. C'est un univers complètement différent de nous, la culture ou la nourriture ou les trucs comme ça. Donc, et franchement, c'est un pays qui a plein de beauté partout dans chaque État, c'est différent. Donc, j'ai envie de découvrir et même la ligue, j'ai envie de voir comment ça se passe vraiment. Je peux faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire, un petit ASMR. C'était pas ouf? C'était exceptionnel. Ça, tu peux le mettre. Je vais pense. carrément le mettre. Ah, ok. Je vais carrément le mettre. Mais Tu ça, vois. c'était ouf. Vraiment, j'ai toujours voulu faire ça. Je vais essayer de contacter Coca qui mettent 800K par épisode parce qu'on ouvre une canette, tu vois, en ASMR, Oui. ça va vraiment être exceptionnel. Oui. Et ils vont me dire, t'es qui toi? Pourquoi tu nous parles? Est-ce que t'as un conseil que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer dans une carrière professionnelle avec tout ce que ça sous-entend, tu vois, les bons côtés, les mauvais côtés? Bah justement, c'est ça que je dirais que genre en mode oui, c'est ouf parce que tu vas faire quelque chose que t'aimes, mais aussi qu'il faut que il y ait la conscience qu'il y a forcément des sacrifices. Genre par exemple, tu vois pas trop ta famille. Après, ça dépend. Si par exemple tu signes à côté de chez toi, c'est très bien, mais par exemple, si tu prends la décision d'aller jouer loin, il y a les sacrifices de tu vois pas ta famille, pas tes amis, donc c'est ça le plus dur, en tout cas pour moi, de et que j'ai réalisé que c'est le plus gros sacrifice en mode je rate des événements dans ma famille ou des anniversaires, des décès, enfin des trucs comme ça et c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte avant de commencer donc mais aussi il faut se rappeler que bah, c'est magnifique de faire ce genre de choses et que je souhaite à plein de gens de ressentir je sais pas de la joie de se lever le matin pour aller s'entraîner ou des trucs comme ça donc faut voir les deux côtés, faut peser le pour et le contre. C'est tellement beau. Il y a plein de gens qui s'en foutent, tu vois, enfin, il y a plein de gens. Il y a des gens qui s'en foutent de la famille, Ouais. etc. Ah, voilà, ça y est, j'ai grandi, je suis parti. Toi, c'est le genre de truc qui t'impacte beaucoup, le fait de ne pas pouvoir voir tes proches quand tu veux, où tu veux, etc. Moi, je pense que ça m'impacte parce que je suis parti très tôt, encore une fois, tu vois, genre j'ai pas eu cette croissance où en mode j'ai vécu avec ma famille et j'ai grandi et après je suis parti très très tôt et entre guillemets au final je suis jamais revenu parce que, enfin je reviens, tu m'entends, genre dans le sens où je reviens pendant les vacances, je les vois quelques jours mais genre je suis parti à 12 ans et après j'ai commencé ma vie quand j'avais 12 ans, tu vois, donc à 12 ans je devais être hyper mature et je devais, bah, entre guillemets, me débrouiller toute seule et ça me manque. Il y a 2 ans, ça m'a vraiment impacté en mode j'ai fait mon premier Noël toute seule, tu vois. Ça, par exemple, c'est des trucs où je me dis putain, ça c'est dur. Tu te sens Et trop bizarre, hein. bah ouais. Franchement, ouais, parce que c'est censé être un truc qui rassemble la famille, tu vois. Et c'était la première fois où je me suis senti vraiment seul. Donc c'est les moments comme ça où je me dis purée, il y a vraiment des sacrifices des fois à faire. Moi, j'avais à peu près la même chose dans ma famille quand j'étais petit, parce que on n'a jamais eu une famille super Soudé. unifiée. Et tu vois, Noël, c'était mon père, ma mère et moi, tu vois. Ouais, Et pour moi, c'était un jour comme un autre, en fait, tu vois. Genre, juste, on mangeait un truc un peu ouais, je vois. différent. Et moi, j'envoyais toujours des messages à mes potes. Je dis, les gars, on sort et tout, on fait un truc. Mais ils étaient en mode, mais pas du tout, en Mais fait. qu'est-ce Là, que tu fais, toi? Il y a là, on est booké pendant 3 jours, tu vois. Et je comprends ce que tu dis. Ouais. Je pense que les gens se rendent pas compte parfois que en fait, c'est dur
d'être dans un pays aussi où tu parles pas ta langue, quoi, par exemple. Oui, c'est vrai. Après, heureusement que la plupart des joueuses et le staff parlent anglais. Ouais, bien sûr. Mais là, par exemple, en Turquie, tu vois, j'étais en mode. Mais ils parlent zéro anglais, les gens. Genre, Ah ouais, vraiment, ok. j'étais vraiment choqué. Et vraiment, je sais pas qu'en mode j'aime parler aux gens, genre, des fois j'ai la flemme de parler, mais la plupart du temps, j'allais dans un café, dans un restaurant, ou même des trucs vraiment simples, genre, elles sont où les toilettes? Genre, zéro, tu vois, zéro Ah, anglais. je savais pas que c'était à ce point-là, tu vois. Ah, moi, j'étais choqué. À Istanbul, on m'a dit que c'était mieux, mais à Izmir, genre, c'était catastrophique. Pourtant, moi, j'ai déjà entendu que Izmir, c'était l'une des villes les plus... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de ce que tu vas dire, parce qu'on m'a toujours dit, oui, Izmir, c'est trop beau, il y a trop de choses à faire. Il y a rien. Non, mais moi, enfin, j'ai entendu que c'était l'une des villes les plus occidentalisées, entre guillemets, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, ça parle anglais, tu vois. Je sais pas où ils étaient, Les- gens, mais... C'était pas à côté de moi. Non, mais Y a rien à Izmir? bon, j'ai menti, il y a des choses, mais c'est plus autour, tu vois. C'est proche de la mer, donc il y a des petits endroits, des petits villages où c'est vraiment joli, mais à Izmir, il n'y a pas grand-chose à voir. Et pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire. Ok. Et comment t'occupais ton temps, alors? Bah, je partais, j'allais à Istanbul. Non, j'étais très souvent à Istanbul, ou alors dans les petits villages que je t'ai dit à côté, c'était vraiment mignon à voir, mais dans Izmir, maintenant que j'y pense, j'ai pas fait grand-chose. Tu vois, tu disais que ton expérience en Italie, etc., ça s'était pas forcément ultra bien passé. Est-ce que pourtant, ça te donne quand même envie de revenir en Italie, par exemple, tu vois? Je veux dire, au global, quand ça se passe mal dans un championnat, un environnement, même si bien sûr les clubs sont différents, etc., mais est-ce que ça impacte un peu ta vision globale du championnat? De se dire, ah, c'est peut-être pas si ouf, en fait. Impact, non, mais genre en mode la prochaine fois, si j'ai envie d'y retourner, je réfléchirai mieux aux choix que je peux faire. Par exemple, je demanderai plus autour de moi, genre comment il est le club, comment il s'organise, comment est le staff, etc. Genre je prendrai plus d'informations. Comme je te l'ai dit avant, pour Rome, j'avais vraiment dit oui quasiment directement. Mais par contre, c'est sûr que j'ai envie d'y retourner parce que c'est un championnat qui est le meilleur. Donc j'ai pas envie de me fermer des portes, mais c'est sûr que la prochaine fois, si l'occasion se présente, je ferai plus attention à la décision que je prends. Il est 18h55. Ouais. T'as un appel à 19h. Ouais. On termine rapidement. Question oui, non. Et au pire, on Je refera un dis juste oui ou non. Ouais, non, tu peux rajouter, tu vois, Ah, ok. tu peux argumenter ou une réponse rapide. Ok. Mais le but, c'est que ce soit un peu fast. Tu vois. Ok. Fast and Curious Combini, m'attaquez pas en justice. T'es prête? Par quelle question je commence? On perd du temps, putain, Jérôme, dépêche-toi. Est-ce qu'il y a un coach avec qui t'aimerais travailler un jour? Waouh. Giovanni Guidetti. Le coach de Vaki Bonk. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un des coachs qui a gagné le plus de coupes, de médailles, et que j'ai entendu bien de lui aussi. Donc Est-ce que tu penses qu'un coach, ça peut vraiment faire gagner une équipe? non. Est-ce qu'il y a une joueuse avec qui t'aimerais jouer en club? Gabi. Pourquoi? Tout le monde lui dit... Parce qu'elle sait tout faire. Cette fille, elle sait tout faire. Et c'est une énergie, genre c'est... Je sais pas, tu la regardes, t'as envie de jouer avec elle. Même si tu comprends rien au volley, t'es quelqu'un qui vient dans le stade et tu la vois, t'as envie de jouer avec elle. Donc Gabi, ouais. L'une des meilleures personnes que t'as rencontrées dans le volley? L'une des meilleures personnes, genre en mode en tant que volleyeuse ou en tant que personne? En tant que personne. En tant que... Dada. Amanda Silvestre? Ouais. Si je devais faire un podcast, avec qui je dois en faire absolument un? Absolument. Des gens que je connais ou que je connais pas? Non, peu importe. Bah tu vois, Branda Castillo, j'aimerais trop que t'en fasses un avec elle. Elle parle pas anglais par contre. Oh putain, mon niveau d'espagnol, c'est terrible. Ouais, mais je pense que ça peut être grave intéressant. Je sais pas, c'est quelqu'un que j'ai trop envie de savoir comment elle en est arrivée là et sa vie. Il reste 1 minute. Est-ce que t'as quelque chose à dire avant que ça se termine, Amélie? Allez, Ouais. bah merci pour tout. Point. Merci pour tout. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Oui. Et on en refera un, je pense, parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Vas-y, ça me va. Merci beaucoup. Ah. Non mais ça ok. sert à rien en fait.